La présidentielle américaine semble plus serrée que prévu. Il y avait eu un élan dans la campagne de Kamala Harris, un élan également venant d'Hollywood, avec plusieurs soutiens également de plusieurs anciens présidents. Et Donald Trump dit ce soir qu'il fustige l'ennemi de l'intérieur. Que veut-il dire très concrètement quand il dit ça, Bruno Tertrais? L'ennemi de l'intérieur, c'est une expression qui a un certain sens en France, mais c'est totalement cohérent avec ce qu'il disait pendant son premier mandat sur l'État profond, le deep state. Donc c'est une thématique issue de la sphère complotiste, mais qui s'est embourgeoisée, en quelque sorte, avec Donald Trump. Donc l'ennemi de l'intérieur, c'est celui qu'il veut extirper. Et d'ailleurs, chaque jour ou presque, il fait des déclarations très inquiétantes sur le thème de « il va falloir désormais faire des opérations de type militaire pour se débarrasser des migrants ». Le discours de Donald Trump, déjà radical, se radicalise de plus en plus. Et pourtant, non seulement cela ne lui coûte pas dans les sondages, mais ça lui rapporte plutôt. Pardon de vous reprendre, Margot Haddad, sur un point, plus serré que prévu, mais prévu par qui? Nous avons tous, nous Européens, enfin tous, non pas tous, mais la plupart d'entre nous ont envie que M. Trump soit défait, quoi qu'on pense de Kamala Harris. Et on s'est imaginé, en tout cas certains sont imaginés, que parce qu'elle arrive sur la scène comme ça au mois de juillet, ça y est, c'est la résurrection du camp démocrate. Alors attendez, Bruno Tertrais, quand on écoutait, pas seulement sur LCI, sur d'autres plateaux également, les experts en politique américaine, on pensait que ça y est, après que Joe Biden était écarté, les jeux étaient faits. Je ne sais pas qui sont ces experts, mais il faudrait peut-être les inviter un petit peu moins souvent. Pardon, je reprends plus sérieusement. Il est mauvais. Non, je ne suis pas mauvais, mais si vous voulez, il y a toujours des excès dans un sens ou dans un autre. Trump avait gagné, et puis hop, Harris est déjà élu. Puis, vous voyez, la vérité, c'est quoi? Enfin, la vérité, plutôt ce qui me semble juste de dire aujourd'hui, c'est que de toute façon, les sondages sont dans la marge d'erreur. Donc au niveau fédéral, on n'en saura probablement pas plus, sauf s'il y en a vraiment un qui se détache de plus de 3 points. On peut voir État par État. Regardez par exemple cette carte. Par État, on va regarder la carte avec... Dans les 7 États balanciers, je ne vais pas les appeler swing state, je vais parler français. Les États pivots, voilà. Les États pivots, les États balanciers, comme vous voulez, swing, c'est comme swingers, c'est les balançoires. Il y a énormément de sondages qui donnent les candidats au coude à coude. Donc pour le moment, on ne sait rien. Il est, à mon sens, injuste de dire que Trump va l'emporter. Et il est tout aussi erroné de dire Mme Harris va l'emporter. Ce qui est inquiétant, encore une fois, c'est le fait que la radicalisation constante du discours de Trump, non seulement ne lui fait pas perdre des points, mais lui en fait plutôt gagner. Et dernière chose qui est inquiétant aussi pour les démocrates, pas seulement pour la présidence, c'est que les minorités, notamment les Afro-Américains et les Hispaniques, votent de plus en plus pour les républicains. Oui, et écoutez, Donald Trump, qui a tout de même laissé entendre aux Hispaniques qu'ils étaient formidables et qu'il fallait voter pour lui, mais il dit également qu'il a gagné. Je pense que nous allons avoir une élection extraordinaire, une élection comme aucune autre. Je pense que ce sera la plus grande et la plus importante élection de l'histoire du pays. Et les personnes présentes dans cette salle, vous les Américains hispaniques, en serez les grands bénéficiaires. Et nous sommes en tête dans tous les États pivots. Il est très clair, là. Non, alors, comme dit Bruno, depuis le début, les sondages sont dans la marge d'erreur. Biden était clairement en dessous, et donc Kamala Harris, elle a rattrapé. Bon. Et puis, les gens espéraient un rebond après le débat qu'elle a gagné, tout le monde le reconnaît, mais en gros, pas plus. Et maintenant, il y a une hypothèse qui est très intéressante, c'est que les 7 États pivots, en nombre de voix, se neutralisent. Et qu'à l'arrivée, Harris et Trump aient 269 grands électeurs, et du coup, le 270e qui ferait basculer d'un côté ou de l'autre, c'est la ville d'Omaha, dans l'État du Nebraska, car il y a 2 États où les grands électeurs ne sont pas choisis winner take all. Le gagnant prend tout. Le gagnant, à une voix près, empoche tous les grands électeurs de l'État. Le Maine et le Nebraska laissent ça aux circonscriptions. Et Omaha pourrait voter démocrate, et donc il y a une possibilité arithmétique qui est que ça se joue comme ça. Moyennant quoi, l'élection présidentielle n'est pas la seule qu'il faut gagner. Il y a aussi le Sénat et la Chambre des représentants.
Et là, le plus probable est qu'il n'y ait pas de ce que les Américains appellent la trifecta, c'est-à-dire les trois du même côté. Sénat, Chambre des représentants et président du même côté, démocrate ou républicain. Donc, quel que soit le président élu, ce qui rend la possibilité de gouverner très compliquée. La marge de manœuvre, ça va être compliqué. Et un dernier point, c'est qu'un des décideurs potentiels de cette élection, c'est Netanyahou. Parce que si Netanyahou, qui vote pour Trump, il l'a dit ouvertement, si Netanyahou attaque le pétrole iranien avant le 5 novembre, provoquant une inquiétude brutale, une montée des prix, etc., ça sera sa façon d'aider Trump. Il ne faut pas qu'il perde. Parce que s'il perd, il va se faire une reprise en main de chez reprise en main. Alors, on sait que les campagnes vont devenir un peu sales à l'approche de l'élection présidentielle américaine. C'est toujours le moment où ça se tend un peu dans les discours des candidats, avec un budget de pub, de campagne qui frôle plusieurs milliards. On va le voir à l'écran, avec vraiment des sommes astronomiques. 1,2 milliard de dollars de publicité vont être dépensés en vue de l'élection du 5 novembre. Et puis, il y a un effet un peu glamour qui se met en place des deux côtés. Kamala Harris qui fait la une de Vogue, et également Donald Trump qui a désormais un film quelques jours avant le début de l'élection présidentielle, The Apprentice, où on le voit vraiment dans une position assez glamour de l'entrepreneur américain. Regardez. Oui. Bonjour, Donald Trump. J'ai rendez-vous avec Maître Cohn. Merci beaucoup. Donald qui? Roy Cohn, enchanté. Le Roy Cohn dont on parle dans les journaux. Vous êtes sans pitié. Je plaide coupable. Roy Cohn est un escroc. Il a été inculpé 3 fois. Je vais te confier un petit secret. Les gens m'engagent parce que je suis un gagnant. Comment on gagne? La première règle est la plus simple. Attaquer, attaquer, attaquer. Ce sera le meilleur hôtel du pays. Et du monde. Et du monde. Ce sera spectaculaire. Voilà, alors on avait ce débat justement de savoir si ça donne une bonne image de Donald Trump ou pas, parce qu'il est vivement critiqué dans ce film. Général Yakovlev, vous l'avez dit très clairement. Mais est-ce que même utiliser Hollywood, ça, c'est-à-dire même la mauvaise pub est de la pub en fait? Oui, d'abord vous avez tout à fait raison de le dire, la mauvaise pub, c'est de la pub. Et que finalement, ce personnage venu d'ailleurs, qui d'ailleurs s'est pas du tout construit sur sa force de conviction. Il a été aidé, il a hérité, bref, en tout cas, c'est pas du tout l'image de l'entrepreneur américain habituel. Moi, je crois surtout que les deux choses que vous nous avez montrées, le film sur Trump et la couverture de Vogue, ça ne sert à rien, ça ne fera pas bouger un seul vote. Le film sur Trump, ça sera pour les New-Yorkais et les Californiens qui vont encore au cinéma et qui sont cultivés et qui vont s'amuser, ça va les renforcer leur vote. Mais franchement, je pense que ça sert à rien. Les Trumpistes ou ceux qui sont susceptibles de voter pour Trump, peut-être, ils ne savent pas encore, ils n'iront pas le voir. Ils auront peut-être le regarder si ça passe sur une plateforme de streaming dans 6 mois. Et dans 6 mois, on sera déjà dans un autre monde. Et puis surtout, franchement, Kamala Harris en une de Vogue, je pense que c'est désastreux en termes de communication, que ça donne une image de l'expression de grande bourgeoise qui vit dans un monde de luxe, ce qui n'est pas son cas d'ailleurs. Mais en tout cas, en termes d'image, je pense que c'est le même type d'erreur de communication qu'avait faite Hillary Clinton à la fin de sa campagne. Moi, je crois que c'est pas bon du tout. Mais je sais pas ce non, mais je crois qu'il y a une tentative de la part de Kamala Harris de déplacer en fait la campagne et les sujets sur des choses plus superficielles et des choses, sur d'autres sujets que sur les sujets de politique étrangère, où en fait elle marche sur des charbons ardents, c'est-à-dire qu'elle est complètement coincée parce que elle est obligée à une position centriste qui en fait rend son discours absolument inaudible. En fait, on ne sait pas ce qu'elle veut faire parce qu'elle est coincée à la fois par sa gauche, qu'elle ne veut pas choquer sur la question notamment israélo-palestinienne, avec tous les étudiants de Harvard qui sont très pro-palestiniens, wokistes, etc. Et elle veut aussi essayer dans les swing tech notamment, de ramener les conservateurs modérés. Donc en fait, ça la paralyse sur les questions de politique étrangère, et à l'arrivée, c'est aussi ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire qu'elle a un programme flou. On ne sait pas ce qu'elle va faire sur l'Ukraine, on ne sait pas ce qu'elle va faire sur
sur le Moyen-Orient, le Proche-Orient, on en a une petite idée, mais on ne sait pas. Et il y a une espèce de vide de programme, et je pense qu'elle essaye d'occuper l'espace de manière différente et moins, clivante. À quand même un détail près, Isabelle Lasserre, c'est que elle a dit hier, de manière assez claire et solennelle, quelque chose qu'à mon sens, elle n'avait jamais dit avant, à savoir, jamais je ne permettrai à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Ça a l'air relativement anodin, c'est un sujet que vous connaissez bien, je le sais, et dont vous avez souvent traité dans le Figaro de manière très à droite et de manière très savante. Mais en un mot, à droite. Le fait que Kamala Harris, alors qu'on est au cœur de la crise moyen-orientale, ait un langage aussi ferme, je crois que c'est pas totalement anodin, parce que vous avez raison, elle est très, très mal à l'aise sur la question Israël-Palestine, mais sur ce sujet-là, qui est déjà, mais qui va être de plus en plus un sujet important dans les jours et les semaines qui viennent, je crois que s'engager de cette manière, c'est pas anodin. Voilà. Moi, je me souviens de Barack Obama qui s'était engagé à ne pas laisser impunie une attaque chimique en Syrie. C'est vrai. Qui en avait fait une ligne rouge. C'est vrai. Et elle avait été déchirée en quelques jours. Donc j'attends de voir. Allez, un point pour Isabelle Lasserre. Oui, je crois surtout Kamala Harris, elle est, et c'est pour ça qu'elle plaît généralement aux Européens, c'est que c'est une garantie de continuité. Sur le soutien à l'Ukraine, elle a été claire. Vous avez très bien caractérisé tous les deux la navigation israélo-palestinienne. Voilà, c'est un peu compliqué, mais au moins ça ne sera pas un grand malade aux affaires, changeant d'opinion toutes les 2 minutes. Et il y a un consensus entre guillemets les élites, les think tanks des deux côtés américains sur la continuité de la politique américaine, en particulier d'alliance, et le respect de la parole de la parole donnée. Donc ça, effectivement, je suppose que c'est pas assez sexy pour qu'elle en parle comme ça. Et puis elle doit un peu se démarquer de Biden aussi, donc dire on va continuer du Biden, c'est pas forcément le moment qu'il faut le dire. Voilà, elle est effectivement. D'habitude, il y a un avantage à venir du système, et là, elle a l'inconvénient de ne pas être en réelle continuité avec Biden sur ce coup. Et alors, c'est marrant parce que cette semaine, j'ai vu beaucoup d'Ukrainiens qui sont assez proches du pouvoir, etc. Et c'est pas du tout. On s'attendrait à ce que les Ukrainiens disent, surtout pas Trump, vive Kamala Harris. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de nombreux Ukrainiens qui disent Kamala Harris, ça va être le statu quo de Biden en pire. Au moins avec Trump, ça peut être encore pire, mais c'est la seule possibilité d'avoir un changement de politique à Washington. C'est-à-dire que les Ukrainiens, ils ont déjà intégré le fait qu'en fait, ils ont été lâchés, ils sont en train d'être lâchés par les Américains, et ils se disent, on peut assister à, finalement, Poutine et Trump peuvent se friter, l'histoire peut repartir dans l'autre sens, il peut y avoir un changement de politique. Mais je vous disais... C'est ce qu'ils reprochent à Kamala Harris.